À l'Assemblée nationale, le contrôle parlementaire passe à la vitesse supérieure. Mercredi 8 avril dernier, 3 ministres ont été auditionnés par les députés sur la campagne agricole, la chute des cours du cacao et le renforcement de la sécurité aux frontières avant de leur fournir des réponses devant l'hémicycle. Anim Balaka, Tété Bongunja et Patrick Badibanga. À l'Assemblée nationale, la tradition du contrôle parlementaire a été respectée ce mercredi 8 avril sous la direction du premier vice-président, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï. 3 membres du gouvernement ont répondu aux préoccupations des députés sur l'agriculture, les commerces extérieurs et la sécurité. Le député national Émile Saïdi Balikwisha a interrogé le ministre d'État en charge de l'agriculture sur la création des pépinières des cultures pérennes et la stratégie opérationnelle pour la mise en œuvre de la campagne agricole. En réponse, Moïse Nzangi a présenté une stratégie structurée autour de 5 piliers, notamment la réforme du secteur sémencier, la mécanisation agricole, l'encadrement de la production, ainsi que le stockage, la transformation et la commercialisation. De son côté, le député Eli Kambale a demandé des éclaircissements au ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, sur la baisse des cours de cacao et la protection des producteurs locaux. Le ministre a évoqué la nécessité d'une réponse gouvernementale intégrée, axée sur la production locale, les infrastructures, la sécurité et l'industrialisation. Enfin, le député Patrick Mouniomo a adressé sa question au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur concernant la redevance liée au système de sécurité des frontières et de l'immigration, notamment le projet avec la société américaine Securiport. Jacques Meshabani a précisé que le contrat n'est pas encore signé et que la firme assurerait l'essentiel du financement. Ils sont venus pour nous donner la lumière sur ce qui se passe dans le ministère de l'Intérieur, dans le ministère de l'Agriculture et aussi du commerce extérieur. Et aujourd'hui aussi, il y a un problème qui concerne tout ce qui est comme projet d'investissement où l'État congolais a mis des millions à travers le BCP. Nous voulons aussi comprendre comment se font. Il n'a pas encore répliqué, il a sollicité seulement un report. La séance s'est clôturée par l'engagement du bureau de l'Assemblée nationale à poursuivre sa mission constitutionnelle de contrôle parlementaire conformément à l'article 138 de la Constitution. Face à l'urgence humanitaire, la République démocratique du Congo renforce sa coordination. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a présidé la réunion annuelle du cadre national de concertation humanitaire visant à rendre les réponses aux crises plus rapides, efficaces et adaptées. Emmanuela Commissaire, Chimendundou, on signe ce reportage. Face à une crise humanitaire alarmante qui touche des millions de Congolais, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka sonne la mobilisation générale. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un contexte d'une gravité particulière, à savoir la situation sécuritaire et humanitaire que traverse notre pays. Réunie au Salon Rouge de l'hôtel du gouvernement, la première session annuelle du cadre national de concertation humanitaire a dressé un constat préoccupant. Déplacements massifs, services sociaux sous pression et accès difficile aux soins, à l'eau et à l'éducation. Il est grand temps de rationaliser le fonctionnement du cadre national de concertation humanitaire pour le transformer en un organe plus stratégique en s'engageant à sa redynamisation et au strict respect de ses missions, de ses attributions et des rôles que doivent jouer ses membres. Pour ce faire, notre rôle en tant que gouvernement de la République est de se placer sur tous les fronts humanitaires pour juguler la crise et en finir avec les foyers de vulnérabilité afin d'assurer le respect de la dignité des victimes. Pour y répondre, la chef du gouvernement appelle à une réforme en profondeur du dispositif avec une coordination renforcée et une aide rapide, sûre et sans entrave. Enjeu sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, Kinshasa resserre les rangs avec Dodoma en déplacement stratégique dans cette ville tanzanienne. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita, active le levier diplomatique pour verrouiller les frontières lacustres et consolider l'axe militaire RDC et Tanzanie. Je reste au Fundi. La République démocratique du Congo franchit un nouveau cap dans la coopération militaire. En mission officielle à Dodoma, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Modianvita, se concentre sur le renforcement des capacités militaires et la sécurisation des frontières lacustres aux côtés de son homologue tanzanien Rimo Nyasao.
Invité par le ministre tanzanien de la Défense et du Service national, Maître Gikabumbu Modianvita, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de la RDC, a conduit ce jeudi des échanges approfondis sur les enjeux de défense, la coordination militaire et la sécurisation régionale. La rencontre a été suivie d'une session élargie aux experts de 2 pays visant à identifier des actions concrètes pour renforcer la surveillance, la formation et les capacités opérationnelles. Cette mission s'inscrit dans la vision du président de la République, commandant suprême des FARDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise à consolider les partenariats militaires fiables, soutenir la reconstruction des forces armées congolaises et préserver la stabilité des zones sensibles de la République démocratique du Congo. Notre attente essentielle est de voir se consolider davantage un cadre de concertation militaire régulier, pragmatique et confiant entre nos 2 ministères. Dans un environnement régional exigeant, nous avons tout intérêt à maintenir un dialogue direct sur les dossiers sensibles, à prévenir les incidents et à harmoniser nos vues sur les priorités sécuritaires de notre espace commun. Le ministre tanzanien a salué l'engagement de Kinshasa pour la paix et la sécurité, réaffirmant la disponibilité de la Tanzanie à accompagner la RDC dans ses efforts de consolidation de la stabilité. À l'issue de ces discussions, les 2 parties ont convenu de traduire leur coopération en actions concrètes, notamment dans la formation, le renforcement des capacités, la coordination régionale et l'appui mutuel face aux défis sécuritaires. Et la province du Maniema mise sur l'agriculture pour accélérer son développement. Le ministre d'État Moïndo Nzangi a présenté les grandes lignes de la politique gouvernementale visant à dynamiser le secteur lors de la 2e journée dédiée à l'impact du couloir vert. Robert Ndaïnchissisi. 2e journée très enrichissante avec les échanges des panélistes autour de la transformation du secteur agricole et du développement durable dans la province du Maniema. Des échanges interactifs avec le public. Dans son intervention, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture Moïdo Nzangi, a dévoilé les grandes orientations de la politique gouvernementale pour dynamiser le secteur agricole avec un accent particulier sur la distribution des semences dans les provinces. Nous avons dit à la province que s'ils sont prêts aujourd'hui, toutes les semences vont arriver aujourd'hui. Donc il est question pour que la province aménage des espaces dans chaque territoire et nous allons devoir distribuer les semences. Le ministre d'État invite la population du Maniema à s'engager massivement dans les activités agricoles pour assurer la sécurité alimentaire. Le FOGEC est appelé à soutenir financièrement les initiatives privées et publiques dans les secteurs agricoles. Le ministre a promis des stratégies incluant la distribution des semences améliorées et la valorisation des ressources locales. Les panélistes ont tous salué l'organisation de cette première édition de la conférence comme une plateforme nécessaire pour approcher les métiers et favoriser des solutions intégrées aux problèmes de développement. La volonté du chef de l'État qui a dit la revanche du sol au sous-sol, qu'il vienne ici au Maniema, il va voir là où se trouve. Là on a parlé des millions d'hectares vierges. J'encourage le gouverneur et j'encourage le ministre de se mettre au travail. On a eu FOGEC qui est prêt à garantir le PME pour avoir des crédits. Le gouverneur Moïse Moussa Kabankoubi a rendu un vibrant hommage au premier agriculteur de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision tournée vers l'agriculture comme un levier économique pour relier les zones de production. Et dans le secteur de mines, sur le terrain, le ministre Louis Watoum Kabamba met l'administration face à ses responsabilités. À travers ses visites aux Fomines et à la SAIMAP, il entend accélérer les réformes pour une gouvernance plus transparente et faire du secteur minier un véritable levier du développement national. Cédric Enina. La gestion des proximités au cœur de l'action ministérielle. Louis Watoum Kabamba, ministre des Mines, a effectué une visite stratégique au fonds minier pour les générations futures, FOMINE, et les services d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, SAIMAP, pour écouter, constater et agir. Face aux agents et aux syndicats, les ministres ont pris les pouls réels des services entre doléances, conditions de travail et défis structurels. Une immersion totale qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec pour cap gouvernance renforcée, transparence et valorisation des richesses minières au profit des Congolais. Dans la vision du chef de l'État,
Nous devons transformer nos ressources naturelles, les ressources minières en particulier, y ajouter de la valeur localement, créer de la richesse pour pouvoir la partager équitablement entre 120 millions de Congolais, mais également servir les autres pays et faire ainsi de la RDC une superpuissance géopolitique, sur le plan pas seulement national ou régional ou africain, mais même planétaire. Chacune et chacun doit connaître quelle partition elle doit jouer. Il doit jouer quand il vient le matin, là où il vient le matin, et faire 8 heures de travail et non pas 8 heures au travail. Je crois que vous comprenez la différence. Sur le terrain, le message a été clair. Efficacité, responsabilité, résultat. Le but est de faire du secteur minier un véritable moteur de développement économique. De Washington à Paris, la République démocratique du Congo veut faire des séminérés une force industrielle. L'honorable Thierry Mulumba Pandangila a présenté sa proposition de loi sur la transformation et le développement des chaînes de valeur des substances minérales avec pour ambition de sortir le pays d'exportation brute et d'impulser une industrialisation durable. Suivez ce reportage. Le débat sur l'industrialisation minière de la République démocratique du Congo s'est déplacé à plusieurs milliers de kilomètres du pays pour rejoindre les États-Unis d'Amérique et la France. Des rencontres ont réuni la diaspora congolaise autour d'un enjeu structurant, faire évoluer les modèles économiques de la RDC, de l'exportation des minerais bruts vers leur transformation locale industrielle. Au cœur des échanges, la proposition de loi portant sur la transformation locale et le développement des chaînes de valeur des substances minérales en RDC, initiative du député national Thierry Mulumba Pandangila. À Washington, D.C., le 29 janvier 2026, les échanges avec la diaspora congolaise des États-Unis d'Amérique ont débouché sur la conclusion selon laquelle la transformation locale des minéraux critiques et stratégiques n'est plus un simple choix, mais elle s'impose comme un impératif face aux enjeux géopolitiques et à la compétition mondiale. À Paris, le 28 mars 2026, en présence de l'ambassadeur de la RDC en France et de la diaspora congolaise, l'honorable Thierry Mulumba Pandangila a relevé les paradoxes selon lesquels la RDC, ces géants géologiques, ne captent que 10% de la valeur des produits miniers, faute d'industrialisation et de transformation locale. L'ambassadeur de la RDC en France, Excellence Émile Ngoï Kasongo, a quant à lui salué cette initiative comme étant une première où un député national associe la diaspora au processus parlementaire d'élaboration des lois. Je pense que l'honorable Thierry Mulumba Pandangila a ouvert vraiment la voie. La diaspora congolaise a salué cette initiative. Une fois adoptée et promulguée, la loi dite Pandangila constituera un des bras législatifs de la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a déclaré à plusieurs reprises que les ressources minérales de notre pays doivent profiter au peuple congolais à travers la transformation locale. Et c'est un secteur longtemps resté en marge de l'économie nationale, mais aujourd'hui, il amorce un virage décisif. En République démocratique du Congo, les assurances sortent de l'ombre et s'invitent désormais au cœur des enjeux financiers. À l'ouverture de la première table ronde nationale, les acteurs du secteur planchent sur la promotion d'une culture assurantielle et la mise en place d'un système plus inclusif, un enjeu clé pour mieux protéger les biens et les personnes. Sylvie Moyembo, Joël Makela et Junior Bonyoma. Longtemps ignorée, l'assurance revient au cœur du jeu économique en RDC. La première table ronde nationale sur les assurances lance un débat crucial autour d'une interrogation: comment on crée une véritable culture assurantielle en RDC? Le président de la République nous a fixé un cap clair: bâtir un pays émergent, prospère et solidaire. Cela ne sera possible que si nous construisons une société qui protège. Car un pays qui protège ses citoyens est un pays qui inspire confiance, un pays qui attire les investissements et un pays qui prépare l'avenir. Dans un contexte de libéralisation, acteurs publics et privés se mobilisent pour repenser la protection des personnes, la sécurisation des biens et la résilience des entreprises. Au centre des échanges, un objectif clair: bâtir un système plus inclusif, adapté aux réalités locales. Notre ambition est claire: faire de l'assurance un outil de protection pour tous et non pas pour une minorité, en mettant en place un cadre de discussion et d'échange constructif pour l'intérêt du secteur
mais également pour l'intérêt de tous les bénéficiaires des produits et des services d'assurance. Ce secteur porté par l'autorité de régulation et de contrôle des assurances affiche déjà une croisière remarquable, passant d'environ 80 millions à 400 millions de dollars américains en quelques années. Mais le défi reste immense, faire de l'assurance un réflexe. Et la Banque centrale du Congo reste seule maître de l'importation des billets en devises étrangères. Aucune banque commerciale n'est autorisée à les importer. Une décision phare annoncée jeudi lors de la session du comité de politique monétaire présidé par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso. Eugénie Chabani. Aucune banque commerciale ne sera plus autorisée à effectuer l'importation physique des monnaies étrangères à partir du 9 avril 2027. Cette mesure est prise par le comité de politique monétaire au cours de sa session ordinaire de ce jeudi 9 avril 2026 sous la présidence du gouverneur André Ouamesso. Réunion qui fait l'analyse de la conjoncture économique au premier trimestre de 2026 et projette les perspectives pour le reste de l'année. La Banque centrale du Congo, qui a la mission régalienne de détenir et de gérer les réserves officielles d'échange et de réglementer les marchés monétaires, a, à travers son comité de politique monétaire, pris cette décision pour renforcer la sécurisation des approvisionnements en billets des banques en monnaie étrangère, de préserver la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et pour harmoniser la procédure d'échange dans le territoire national. Le CPM a aussi décidé de mettre sur pied une politique monétaire prudente en baissant son taux directeur de 1,5%. Ainsi, les taux passent de 15% à 13,5% et les taux d'intérêt sur les facilités des prêts marginales passe de 19% à 17,5%. Le coefficient de la réserve obligatoire demeure inchangé, à savoir 10,5% pour les dépôts à vue et à terme en monnaie nationale et 11,5% et 10,5% pour les dépôts à vue et à terme en devises. Pour l'amélioration de la gestion des liquidités, le CPM a décidé d'introduire la maturité de 6 mois pour les bons BCC. Face au choc exogène lié à la guerre du Moyen-Orient, la BCC a pris des mesures idoines pour maintenir l'appréciation du franc congolais de 0,04% sur les segments parallèles et l'activité économique fait preuve de résilience avec une croissance économique de 6,2%. À Paris, l'Afrique mise sur l'attractivité économique. La République démocratique du Congo y prend une part active. Le ministre d'État en charge du plan, Guilain Nyembo, conduit une délégation d'experts pour séduire les investisseurs et mobiliser les capitaux étrangers en faveur du développement du pays. Le forum place le continent africain sous les projecteurs économiques. Edith Chala. Accueille depuis ce 9 avril le forum Investir en Afrique, un événement porté par la France sous le thème pour une stratégie 2030. Ce forum compte les principaux acteurs économiques, politiques et sociaux pour discuter des opportunités et des défis d'investissement en Afrique. Le ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, Guilain Nyembo, conduit la délégation congolaise dans laquelle le Fonds social de la République démocratique du Congo est bien représenté. Le gouvernement congolais, selon le ministre d'État, ministre du Plan, est et reste pleinement engagé à créer un environnement propice à l'investissement. Aujourd'hui, des grands projets, le projet INGA, la Banque mondiale a déjà mis la main, donc un projet sur 10 ans avec 8 millions d'emplois à créer pendant 10 ans. Encore une fois, l'accent est mis sur l'inclusivité au niveau le plus reculé de la République. Vous avez des gros corridors, l'hôpital aujourd'hui est mis en avant aussi. Il y a des grands projets aujourd'hui structurants pour la RDC, mais aussi pour la région et pour le monde. Le couloir vert, aujourd'hui lancé, 500 000 km² donc à développer. Donc voilà, la RDC, elle est prête, elle se prépare, donc elle veut que les investisseurs puissent venir et nous discutions. Ouais. À travers le programme Axis, le coordonnateur national du Fonds social de la République démocratique du Congo, Philippe Ngwala Malemba, appelle les communautés à prendre conscience de leur potentiel. Nous avons fait une consultation participative des communautés dans les provinces où se trouvent ces ressources pour amener ces communautés à prendre conscience des richesses qu'elles ont et comment ces richesses peuvent être converties, évidemment, en valeur monétaire et que cette valeur monétaire peut constituer un mécanisme alternatif pour lever des fonds
et financer le développement qui bénéficie à ces communautés. Ces travaux se tiennent alors que la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, balaye devant sa porte. Le climat des affaires fait chaque jour un pas dans la bonne direction et la transparence dans la gestion des ressources naturelles devient une obligation. Leurs actions transforment la République démocratique du Congo et maintenant, elles s'exposent à l'écran. Femmes en République démocratique du Congo, force en mouvement, met en lumière le rôle crucial de femmes dans le changement social et porte le plaidoyer fort pour leur autonomisation lors d'une projection au siège de l'Union européenne à Kinshasa. Regan Shindano. Le siège de l'Union européenne à Kinshasa a servi de cadre pour la projection du film et documentaire intitulé « Femmes en RDC, force en mouvement ». Au-delà d'une simple projection, ces documentaires s'imposent comme un miroir de la société congolaise. Ils révèlent sans détour la place centrale qu'occupent les femmes dans les dynamiques de changement, malgré les pesanteurs socio-culturelles encore persistantes. Présent à ces moments d'immersion, le ministre de la Communication et Médias, également porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe, a salué les messages véhiculés dans ce film et rassure sur son accompagnement pour une large diffusion à la RTNC. La problématique des femmes ou de la place de la femme doit plutôt être l'objet de beaucoup de campagnes dans les milieux traditionnels. Parce que finalement, c'est la tradition que l'on perpétue qui parfois à certains égards peut devenir le frein. Tout ceci me réjouit parce qu'on évolue dans un pays où il y a presque plus de tabous sur le sujet de la femme. On considère qu'à l'égal de l'homme, que l'intelligence, c'est dont le pays a besoin, n'a pas de sexe, n'a pas d'âge, n'a pas de couleur de peau. Et qu'on est dans une société ou dans un pays où le président de la République lui-même a fait le choix de compter sur le leadership de la femme. Non pas parce qu'il faut répondre à des besoins cosmétiques, parce que nos partenaires vont bien nos côtés, vous avez des femmes dans des positions, mais parce que pour nous, c'est une question des convictions. Tourné dans différentes provinces du pays, ces documentaires est entièrement financé par l'Union européenne en faveur de la femme. Il se veut être un outil de plaidoyer et de sensibilisation, illustrant la force du partenariat entre les acteurs internationaux et les organisations locales. Et Kinshasa s'apprête à passer l'heure française du 22 au 24 avril. La capitale congolaise recevra la 9e édition de la Semaine française, un rendez-vous stratégique placé sous les signes des affaires et du partenariat. L'annonce a été faite ce jeudi par l'ambassadeur Rémi Marceau lors d'un point de presse tenu à l'hôtel Pullman, un événement qui promet de renforcer les liens économiques entre Kinshasa et Paris. Oscar Mbalkaïj, Janine Kalenga, Patricia Ongo et Jirka Bomba. Initié depuis 2014 par la Chambre de commerce et de l'industrie franco-congolaise en collaboration avec l'ambassade de France, la Semaine française va se tenir à Kinshasa du 22 au 24 avril 2026. L'annonce de l'organisation de la 9e édition au cours d'un point de presse. Ces rendez-vous économiques annuels majeurs en République démocratique du Congo favorisent le partenariat entre l'entreprise française et congolaise. Ces dernières années, depuis avec les visites croisées, c'est-à-dire la visite du président Macron ici en 2023, la visite du président Tshisekedi en France en 2024, les relations entre la France et le Congo se sont renforcées dans un très grand nombre de domaines. Mais il reste encore à faire beaucoup dans le domaine économique. Je le disais tout à l'heure lors de la conférence de presse, on a ici en RDC à peu près 70 entreprises françaises. Mais en Côte d'Ivoire, on en a 700. Au Kenya, on en a 140. Et donc c'est pas normal par rapport au potentiel, à la réalité de l'économie congolaise, par rapport au potentiel de croissance, il devrait y avoir beaucoup plus d'entreprises françaises. Et donc l'objectif de la Semaine française de Kinshasa, qui va être l'occasion de visite ici de délégation du MEDEF, de députés français, de la Banque française d'investissement, de beaucoup d'institutions, c'est de faire prendre conscience de la réalité du potentiel congolais. C'est que la RDC, ça n'est pas que la guerre à l'Est, ça n'est pas que des millions de déplacés intérieurs, ça n'est pas que des souffrances à justifier. La RDC, c'est aussi ce potentiel économique. La Semaine française a pour objectif de promouvoir l'offre française et renforcer les échanges économiques dans les secteurs de l'agroalimentaire, les mines, l'énergie et le numérique. Les secteurs de l'énergie et du numérique figurent parmi les domaines prioritaires des investissements français en République démocratique du Congo. Cette 9e édition met l'accent sur les perspectives partagées.
La ville de Boma, dans le Congo central, inaugure un nouvel horizon pour la santé universitaire. La ministre de l'Enseignement supérieur, Marie-Thérèse Sombo, a procédé au lancement officiel des activités du centre hospitalier universitaire Joseph Kasavubu en présence des autorités locales et de la communauté universitaire. Dieu merci, Kenza Gilbert Funchi. Une avancée majeure pour la santé et l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. À Boma, dans la province du Congo central, la prise en charge des étudiants, du corps professoral et de la population locale franchit un cap décisif avec le lancement officiel des activités du centre hospitalier universitaire de l'université Joseph Kasavubu. La cérémonie était présidée par la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, le professeur Dr Thérèse Sombo, marquant ainsi une étape significative dans les renforcements du système académique et sanitaire. Je nous invite chacune et chacun, en ce qui le concerne, à prendre soin de cet outil précieux, véritable machine à l'amélioration de la qualité de vie de nos populations. En ma qualité de médecin, je sais bien apprécier la valeur de ce noble investissement. Prenez-en donc soin. Cette initiative vise à doter l'université d'infrastructures modernes et adaptées, capables d'assurer des soins de qualité, tout en servant des cadres pratiques pour la formation de futurs professionnels de santé. Un pas important vers l'amélioration des conditions d'apprentissage et de vie aux soins de la communauté universitaire. Il convient de rappeler que ces centres hospitaliers universitaires s'inscrivent dans la vision du gouvernement congolais de moderniser l'enseignement supérieur tout en renforçant les services de santé locales. Une double mission donc, former, soigner au cœur de la communauté. Au secteur des ITP, la République démocratique du Congo mise sur la durabilité et la modernisation. Le ministre des Infrastructures, John Banzalunda, l'a rappelé au Forum des infrastructures que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, privilégie désormais les projets structurants et pérennes pour transformer les pays. Jeuni Chabani. À la conférence nationale sur les infrastructures et travaux publics, placée sous les thèmes la durabilité et l'innovation, le ministre des Travaux publics et Infrastructures, John Banzalunda, a décidé de faire des projets durables. C'est ce qui justifie la modernisation de toutes les infrastructures d'urgence. Ces besoins répondent à une urgence nationale de doter la République démocratique du Congo d'une ossature capable de soutenir son émergence économique. Nous croyons effectivement que demain les choses seront différentes, dans la mesure où nous avons effectué ce travail d'implication de tous les acteurs et dans la mesure où nous avons fait en sorte que toutes les intelligences en matière d'infrastructure soient réunies pour examiner un certain nombre de choses et de faire des recommandations. Et donc, à partir de là, nous pensons que la réussite est certaine. On doit arriver à faire en sorte qu'on crée un environnement qui soit propice au développement du secteur. Alors, ce que nous faisons au niveau de la CGT, nous copions tout simplement la vision du chef de l'État. La CGT est là, c'est un grand bureau d'ingénierie. Il fait les études parce que, dites-vous bien, une étude bien faite trouve toujours un financement. Et une étude bien faite, c'est 30% d'un projet déjà réussi. Donc, si vous avez déjà une étude, dites-vous bien que ce projet est déjà réussi à 60%. Il ne reste plus qu'à compléter les 70%. Le PDDRCS affiche des résultats concrets après 4 ans d'existence. 5 600 démobilisés réintégrés, 20 500 enfants libérés des groupes armés et plusieurs projets de réinsertion menés sur le terrain. Les détails avec Peggy Mukunda. 2026, 4 ans jour pour jour, depuis la validation du document stratégique national du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS par les présidents du comité de pilotage Félix-Antoine Tshisekedi. Un outil nécessaire à la mise en œuvre de toutes les actions liées au désarmement, à la démobilisation, au relèvement communautaire et à la stabilisation. Ces documents met en exergue l'article 3 de l'ordonnance portant création et fonctionnement du PDDRCS. Il sert également des guides pour l'opérationnalisation du programme. Où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'a-t-il été réalisé? Pour une meilleure compréhension, les points focaux des partenaires et de certains ministères se sont réunis lors d'une séance de travail consacrée à la vulgarisation de cette stratégie nationale et aux résultats issus de sa mise en œuvre dans les 6 provinces opérationnelles.
La séance a été présidée par les coordonnateurs nationaux du PDDRCS, Jean Dédieu, Désiré Ntangatita, en présence de son adjointe en charge des questions techniques et opérationnelles, Marie-Chantal Lumba, et de son adjoint en charge de l'administration et finances, William Balika. Le programme a démobilisé plus de 5 600 ex-combattants sur fonds propres du gouvernement, 20 500 enfants sortis des groupes armés, la mise en place du cadre de concertation en appui au programme dans les provinces CCPAP, ainsi que l'intégration du genre dans les actions du PDDRCS. La séance a été marquée par la présentation de la stratégie nationale par les experts du programme. Kinshasa passe à la caisse pour moderniser son poumon commercial. Le gouvernement provincial lance la souscription aux étals et infrastructures du nouveau marché central Zando à quelques jours de son ouverture. Une opération pilotée par le ministre provincial des Finances, Magloire Kabimba, qui marque un tournant dans la restructuration du commerce urbain de la capitale. Yvette Makuntima. Les marchés de Kinshasa sous haute surveillance, fini les désordres, place à la traque de mauvaises pratiques. L'acquisition des étals, kiosques, magasins et autres espaces au nouveau marché central moderne de Kinshasa passe par une souscription et la ville est formelle. Le message est clair et sans appel. Les ministres provinciaux des Finances, Magloire Kabemba Okanja, et du Commerce, Fiston Bahati, lancent une véritable offensive pour reprendre les contrôles des marchés urbains. Face aux nouveaux administrateurs, les exigences pleuvent, transparence totale, gestion rigoureuse et résultats visibles sans délai pour mettre fin au circuit opaque. Nous célébrons en effet une cérémonie couplée, celle du lancement des souscriptions pour l'accès au nouveau marché central de Kinshasa et celle de la campagne de délivrance de la patente et de la fiche de recensement pour l'exercice 2026. Cette double action, mûrement réfléchie, est le symbole d'un nouveau contrat de confiance. D'un côté, le gouvernement provincial vous offre un cadre de négoce aux standards internationaux. Et de l'autre, il vous invite à sécuriser vos activités par la légalité fiscale. À Kinshasa, une nouvelle ère s'annonce, celle où chaque franc compte et chaque gestionnaire rend de compte. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Bunia, dans la province de l'Ituri et partout ailleurs, sur satellite, sur YouTube, sur WhatsApp. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Jacques Chibouabameji. Demain, 7h, Eric Kabamba. 13h, Luzine Sakala et Diane Balaka. Moi, je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. Au revoir.